Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Les élus du Conseil national adoptent le budget rectificatif 2025 lors de la séance publique d'hier soir. Nous ferons le point sur les échanges et écouterons la réaction du ministre d'État, Christophe Mirmand, dans quelques instants. La Fondation Prince Pierre honore la création contemporaine. La cérémonie de proclamation des prix a eu lieu à la salle Garnier hier. Les lauréats seront à découvrir dans ce journal. Et puis nous parlerons manga avec Cédric Biscay. Il est l'auteur de Blitz, le premier manga monégasque, et revient sur le devant de la scène avec un 11e tome très attendu et plein de surprises. C'est l'événement référence en matière de mobilité durable, d'énergie renouvelable et d'innovation. Le salon Ever fête cette année sa 20e édition et nous y étions. Et à la fin de ce journal, le chocolat se met au service de l'art, des créations aussi gourmandes que surprenantes, pensées pour la bonne cause. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne hier soir lors de la séance publique. Les élus du Conseil national ont voté le budget rectificatif pour l'année 2025 avec 17 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. Bonsoir Fabien Bonilla, que devons-nous retenir de ce vote et des débats ? Oui, un budget voté avec, on peut dire, une large majorité, ce qui correspond à environ 70% de votes favorables. C'est au terme de 3 séances publiques que les élus du Conseil national ont voté la majorité du budget rectificatif pour l'année 2025, dont l'excédent se chiffre à 86 millions d'euros, loin du solde initialement déficitaire de 88,6 millions d'euros voté en décembre dernier lors du budget primitif 2024. Avant la réaction du ministre d'État, on revient rapidement sur ce vote. Je mets donc l'ensemble de la loi aux voix. Donc les abstentions, M. Lobono, M. Rose, Mme Alipandi. Les avis contraires, M. Bricot, M. Grinda, Mme Pasquet-Choula, Mme Amorati-Blanc. Tous les autres, je vous demande de lever la main. Donc 17 avis favorables, M. Palmaro, M. Sédou, Mme Hugonet-Grisoul, Mme Aurélia, M. Notari, M. Bergonzi, Mme Battaglia, M. Croesi, M. Julien, Mme Leclerc, Mme Fresco, Mme Bertani, M. Mouflard, Mme Gibelli, M. Brunner, Mme Bocon-Pagès et moi-même. La loi de budget rectificatif pour l'exercice 2025 est donc adoptée à 17 voix pour et 4 contre et 3 abstentions. C'est d'abord un motif de satisfaction de voir qu'au terme d'une quinzaine d'heures de discussion avec les élus du Conseil national, le gouvernement a donné un certain nombre d'explications, répondu à beaucoup de questions qui ont été soulevées par le Conseil national pour permettre d'aboutir à l'adoption de cette loi budgétaire rectificative pour l'année 2025, c'est-à-dire la possibilité pour les services de l'État qui mettent en œuvre les politiques publiques de disposer de l'ensemble des moyens qui leur sont nécessaires pour la fin de l'année en cours, mais également aussi de poursuivre les actions qui sont conduites par le gouvernement. Et c'est cela qui est important. C'est la responsabilité du gouvernement et du Conseil national de rechercher conjointement ce consensus. C'est le texte constitutionnel qui nous y oblige. Plus largement, c'est l'intérêt général de la principauté et c'est cela qui doit commander chacune de nos actions. Je l'ai dit, être ferme sur un certain nombre de positions ou de principes, ça n'est pas être inflexible ou intransigeant. Cela veut dire naturellement admettre le dialogue, être transparent pour motiver les choix qui sont réalisés par le gouvernement, faire en sorte qu'il y ait un dialogue respectueux des compétences de chacun. C'est en tout cas l'état d'esprit qui m'anime dans les rapports avec le Conseil national. Et donc tout cela, nous devons naturellement le bâtir ensemble. Et c'est, je crois, ce que nous devons réussir. Et en tout cas, c'est mon souhait pour ce qui me concerne. À l'issue du vote, le président du Conseil national a pris la parole pour clore cette séance. Nous avons pu nous affronter dans nos propos, dans nos arguments sur certains sujets. Et j'y vois là, avec votre arrivée il y a à peine 83 jours, Monsieur le Ministre, c'est un petit peu comme dans toute nouvelle relation, finalement, il faut apprendre à communiquer. Et j'émettrai ces points de désaccord ou ces points de discorde que nous avons pu avoir lors de nos débats sur cette nécessité d'apprendre à nous connaître et d'apprendre donc à communiquer l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. En toute état de cause, vous avez dit que, monsieur le ministre, que gouverner, c'est prévoir l'avenir. Et je vous rejoins parfaitement. Pour prévoir l'avenir, il faut aussi le faire avec une certaine prudence. Ça, je vous rejoins à nouveau parfaitement. Mais ce que nous en reprochons, et finalement, vous nous donnez raison d'avoir eu ce débat la semaine passée, sur l'excès de prudence qu'il y a pu y avoir, notamment sur ce budget rectificatif. Parce que cet excès de prudence-là nous empêche finalement de voir l'avenir, nous empêche de lancer des projets pour l'avenir. Alors oui,
effectivement, il faut faire preuve de cette prudence. Et pour cela, il faut nécessairement justement faire preuve de cette audace que vous avez évoquée également sur les différents sujets que nous avons abordés. Nous en arrivons donc à la fin de nos débats et je voudrais quand même saluer le pas que vous avez fini par faire vers nous ce soir, notamment en reconnaissant la forme de contrôle que le Conseil national exerce, pas bien évidemment sur le budget, ça c'est évident, par le vote de cette loi de budget donc, et finalement nous finissons par nous rejoindre quelque peu ce soir. Nous resterons donc sur cette note positive avec celle du vote du budget positif, qui est tout aussi positive de cette loi de budget rectificatif 2025. Prochain grand rendez-vous dans l'hémicycle, les séances publiques de décembre pour le traditionnel vote du budget primitif de l'État 2026. Merci Fabien pour ce point complet. Ces images, à présent à découvrir, elles ont été réalisées ce midi au Palais Princier. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a récompensé officiellement les lauréats des prix de la Fondation Prince-Pierre dans le domaine de la littérature, de la musique, de l'art contemporain, ainsi que de la philosophie. Ces auteurs et ces artistes étaient présents hier à la Salle Garnier lors de la cérémonie de proclamation des prix 2025. Retour sur cette soirée avec Alban Jean-Jambre et Hugo Comassa. Bienvenue ce soir à la Fondation Prince-Pierre. Pour cette 59e session, 8 artistes sont récompensés dans différents domaines, à commencer par l'art contemporain avec la bourse de recherche attribuée à Basel Abbas et Ruan Abouram. Le prix international d'art contemporain revient quant à lui à Simone Fatal. Je suis très heureuse et très honorée et parce qu'il est tellement prestigieux et magnifique. Et puis un prix, c'est toujours la reconnaissance que votre travail est bien, qu'il est aimé, qu'il est reconnu. Comment voulez-vous? Je suis ravie. Côté musique, le prix du tremplin musical revient à Michael Iturégui. Cœur des jeunes mélomanes est décerné à Melinda Wagner. En littérature, le prix littéraire revient à Louis-Philippe d'Alembert. C'est aussi mon pays natal, Haïti, qui est honoré. Merci. La bourse de la découverte est attribuée à Ruben Barouk. J'aimerais remercier Son Altesse et l'ensemble des membres du Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre pour mettre à l'honneur cet ouvrage. Et le coup de cœur des lycéens revient à Damien Lecamp. Ce prix m'a été remis par des lycéens de la Principauté et donc il y a une forme de transmission aussi. Ce sont des lycéens que j'ai rencontrés avec les autres nommés au mois de juin. Et le fait de les rencontrer, tout est devenu tangible, humain, et le fait de revoir tous ces lycéens aujourd'hui qui étaient dans la salle à l'Opéra, c'était très touchant parce que j'ai senti qu'ils étaient sincèrement heureux que le livre ait gagné. Certaines vont le présenter au bac français. Donc heureux aussi, au-delà du prix, pour la transmission, la résonance que ce livre peut avoir en chaque lycéen qui a voté. La cérémonie se clôture en philosophie avec le prix de la Principauté remis à Siri Usvet. Philosophy as a discipline is about asking questions, often about those unexamined beliefs that we have. And I think that's why I said questions are much more important than answers, because they lead you on a road of discovery, and that really doesn't end until you do. Rendez-vous l'an prochain pour continuer de mettre à l'honneur la création contemporaine. Et vous avez pu entendre dans ce reportage la réaction de Damien Lecamp, lauréat du coup de cœur des lycéens, un prix particulier car il engage les élèves de la Principauté. Il y a quelques semaines, une équipe de Monaco Info avait suivi les coulisses de ce vote très attendu au lycée FANB. Retour sur cette expérience littéraire vécue par les lycéens avec Christinda Petit-Thomel, Lionel Bernardi et Paul Gougassian.
Au lycée FANB, il y a quelques semaines, la littérature battait son plein. Les élèves étaient réunis pour choisir leur coup de cœur des lycéens, un prix qui récompense l'auteur dont le livre les a le plus touchés. Je dirais que chaque fois, nous sommes surpris par la qualité, l'engagement de certains des élèves, pas tous, mais presque tous, et en tout cas la qualité de leurs analyses. Ils lisent et puis ils réfléchissent surtout. 5 ouvrages étaient en lice. Dans la salle, les échanges allaient bon train entre débats passionnés, rires et réflexions plus profondes. Les élèves ont défendu leurs auteurs préférés et leurs ouvrages, expliqué ce qui les avait bouleversés ou fait réfléchir. Dans cet exercice, j'ai aimé lire les livres, rencontrer les auteurs. C'était vraiment intéressant de pouvoir poser les questions sur ce qui se passait derrière l'histoire, les raisons pour lesquelles ils ont écrit l'histoire. J'ai aussi aimé analyser les livres parce que j'ai fait un résumé de tous les livres et de voir les différences et de du coup pouvoir choisir grâce à mes analyses celui que j'ai préféré. Moment fort de l'aventure, la rencontre avec les auteurs. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pouvaient poser leurs questions directement à ceux qui font naître les histoires. La rencontre avec les auteurs change tout. Elle change tout, elle transforme un exercice quasiment scolaire en aventure. Un moment d'émotion pour les lycéens qui, dans l'ombre, avaient longuement hésité avant de trancher. Il y a quelques mois, j'hésitais encore entre celui que je préférais. J'ai réfléchi cet été. J'hésitais entre 2 livres, mais là, avec le temps, c'était plutôt sûr que j'allais choisir Danser avec tes chaînes. Quand j'ai lu le livre, j'ai été intriguée, je voulais toujours savoir la suite et c'est ça qui m'a vraiment poussée à choisir ce livre. Leur verdict, soigneusement gardé secret, a été dévoilé hier soir par la Fondation Prince-Pierre lors du gala littéraire. Je partage l'opinion générale, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves ont voté, je pense, la plupart d'entre eux ont voté pour le livre qu'ils préféraient. Pas forcément le meilleur livre au niveau d'une écriture ou d'un sujet, mais le livre qu'ils ont préféré, qu'ils ont eu le plus de plaisir à lire. Donc c'est ce qu'on leur demande en fait, donc ils ont fait le job. Leur vote sincère et spontané a finalement couronné Damien Lecamp, dont le roman « Un père sur le banc » a su toucher le cœur de cette jeune génération. Moi, j'étais très nul à la base pour lire les livres et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de découvrir plein de choses que je ne savais pas du tout avant. Surtout pour Damien Lecamp, la partie du divorce, que je ne savais pas que les hommes ils étaient moins privilégiés que les femmes. Il a quand même réussi à se battre et tout face à tout un État qui était contre lui, on va dire au départ, que pendant longtemps, il n'a pas réussi à avoir son fils et tout. Et aussi, la métaphore là, du banc, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça nous a aidé aussi pour aussi le français et tout. Ça m'a amélioré beaucoup, disons, le français. J'ai appris beaucoup de mots. Et je veux dire, aussi, c'est un livre que même dans 20 ans, tu peux le relire, tu vas apprendre encore plein de choses et ça peut te donner, disons, du courage pour plein d'autres choses. Et même si tu te retrouves dans cette situation, ça peut, disons, t'aider pour ta vie personnelle. Derrière ce prix, il y a bien plus qu'un simple vote, une belle aventure humaine et littéraire. Les jeunes ne sont plus de simples lecteurs, mais de véritables acteurs du monde des lettres. Le coup de cœur des lycéens continue ainsi de tisser un lien fort entre les auteurs et leurs lecteurs de demain. Il fait partie du 9e art. Le manga séduit chaque année des millions de lecteurs. En 2024, 36 millions d'exemplaires ont été vendus en France. Parmi les plus connus, on peut citer One Piece, Dragon Ball ou encore Naruto. Mais depuis quelques années, un manga monégasque s'est fait une place dans les rayons des librairies. Son nom, Blitz. Le 11e tome sera disponible ce jeudi et son auteur est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric Biscay. Bonsoir. Blitz est de retour, on a envie de dire enfin, car ce 11e tome s'est fait attendre. Eh oui, ça fait déjà 2 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveau tome de Blitz, mais je suis super content de pouvoir en réaliser un nouveau et avec ambition. Comment s'est conçu ce nouvel opus ? Il faut dire que ce nouveau tome, en fait, c'est l'arrivée à Monaco, donc j'y ai prêté encore plus attention. Nos héros débarquent en principauté, donc il a fallu évidemment aller un petit peu partout à Monaco pour décider quel lieu emblématique on allait faire apparaître. On a l'habitude de voir dans Blitz le casino, mais cette fois-ci, nous avons aussi le yacht club, le Louis XV, la Condamine, enfin il y a pas mal de choses.
Et on y retrouve encore les personnages principaux, Tom et Harmony, qui se passionnent pour les échecs. Bah oui, on les avait quittés avec le tournoi de qualification. Ils ont réussi à se qualifier pour le tournoi, le Monaco Chess Grand Prix. Et on les retrouve donc en principauté avec quelques-uns de leurs amis. Il y a quelques surprises, des personnages qui ne devaient pas se retrouver là, mais qui y sont. Donc je laisserai les lecteurs découvrir. Oui, Blitz a déjà eu des invités exceptionnels dans son intrigue. Alors oui, c'est vrai qu'on se rappelle que bon, j'ai pu mettre le souverain et aussi SS la princesse Charlène dans le manga. Cette fois-ci, nous avons encore quelques surprises sympas, puisqu'on a par exemple Alain Ducasse qui a accepté de participer au manga. Et le pilote de Formule 1, Valtteri Bottas. Exactement, toutes ces informations, vous le savez, mais oui, Valtteri Bottas également est présent pour une scène aussi très très sympa, en rapport très fort avec l'intrigue. Et on laissera les lecteurs découvrir l'histoire de ce tome 11 de Blitz. Plus globalement, Cédric Biscay, comment on peut expliquer le succès des mangas ? Je pense que c'est la narration, le graphisme, le découpage, c'est quelque chose de très intense, très actif. On s'endort pas quand on lit un manga ou qu'on regarde un animé qui est adapté d'un manga. Je pense que c'est ça que recherchent aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes, parce que autour de Blitz, c'est différentes tranches d'âge qui sont présentes. Et c'est vrai que je vois au niveau des ventes, ça ne fait qu'augmenter. Rien que sur cette saga, on est à plus de 200 000 exemplaires vendus en France. Ça me paraît quelque chose d'incroyable et c'était pas prévu à la base. Ouais, c'est un marché très dynamique et que l'on peut retrouver aussi sur les bancs de l'école ou comme moyen de communication. C'est le cas de Blitz. Oui, alors ça c'est juste incroyable. J'ai été dans plusieurs écoles primaires et collèges où Blitz est étudié officiellement en cours de français. Donc ça fait tout drôle de voir un manga à côté de Maupassant ou Émile Zola. Moi, si j'avais eu ça quand j'étais gamin, je pense que j'aurais été encore plus fort en français. Si j'avais étudié Dragon Ball, ça aurait été super cool. C'est clair que moi, ça me fait toujours vraiment quelque chose de voir ça. Oui, et ce qui est drôle aussi, c'est de retrouver ce sport que sont les échecs au centre d'une histoire, d'une intrigue et dans un manga. Bah oui, à l'époque, c'est vrai que quand je cherchais une idée, j'avais déjà cette idée de faire un manga sur les échecs et je me suis lancé parce que j'avais senti que les échecs, ça allait devenir quelque chose de complètement international et fun, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, le côté international y était, mais c'était un jeu avec une image un petit peu poussiéreuse. Là, ça fait depuis 5 ans que les échecs sont en gros buzz international. On voit bien les plus grandes personnalités mondiales y jouer. Je pense à Victor Wembanyama ou d'autres grands sportifs, par exemple. Donc, ça tombe bien pour Blitz, qui a été précurseur de ce renouveau. Et on espère donc que le tome 11 de Blitz fera le buzz. Il est à retrouver à partir de jeudi dans toutes les bonnes librairies. Merci Cédric Biscay d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie, au revoir. Parlons mobilité durable et énergie renouvelable à présent avec ce rendez-vous qui est un événement référence dans le domaine. La 20e édition du Salon Ever Monaco se déroule jusqu'à demain en principauté. Et pour cette édition anniversaire, ce forum international rassemble des chercheurs, des industriels et des startups visionnaires. Au programme, des conférences mais aussi la présentation d'innovations parfois surprenantes. Les détails de Sarah Inkari et Arnaud Imbert. À manifestation exceptionnelle, lieu exceptionnel. C'est ici, au One Monte Carlo, en plein cœur du Carré d'Or, qu'Ever fête son anniversaire. En 20 ans, le salon a évolué, mais son objectif est toujours le même, réfléchir sur l'avenir de notre mobilité et de nos énergies. Après le Grimaldi Forum et le chapiteau qui était très adapté à un ancien concept, notamment où on présentait beaucoup plus de véhicules. Maintenant que le véhicule a fait sa place dans les médias et dans toutes les concessions, du coup on se recentre sur l'innovation en faisant des conférences et en présentant encore notre concours start-up. Dans ce concours, 11 startups visionnaires sont en lice. Parmi elles, Squill, fondée par ces 3 Français amateurs de glisse. Oubliez le vélo, le bus ou encore la trottinette, vous pouvez désormais vous rendre au travail en ski électrique. Difficile de faire plus original.
On propose un produit qui permet de retrouver les sensations du ski partout et tout le temps. Donc ça s'utilise avec des roues et on a développé plusieurs brevets aux côtés de plusieurs champions de ski qui nous permettent vraiment de retrouver cette sensation de godille et de ski alpin. Vous êtes les premiers à faire ça? On est les premiers au monde effectivement à faire ça. En fait, ça s'utilise avec une poignée d'accélération qu'on a en main et qui permet d'accélérer, de freiner. Et tous les virages se font au poids de corps exactement comme au ski. Les skis peuvent aller jusqu'à 80 km/h en mode débridé. Sortis d'usine, ils vont à 25 km/h maximum pour 50 km d'autonomie. Et après, l'utilisation, voilà, c'est pour une utilisation justement. On a cette puissance pour avoir une utilisation sportive, que ce soit sur des tout chemins, tout terrain. Mais on a aussi le côté bridé pour l'homologation en ville pour pouvoir circuler au même titre que les trottinettes. Après 8 ans de travail sur le projet, les 200 premiers modèles confectionnés ont trouvé preneur. Si vous aussi vous êtes intéressé, comptez 2 490 € l'engin. Comme celle-ci, les autres innovations du salon seront notées par un jury d'experts qui remettra son verdict demain. À la clé, plusieurs prix pour un montant global de 20 000 €. Voir le chocolat au-delà de la gourmandise et le découvrir sous un aspect créatif. Présenté parfois sous forme originale, la fève de cacao peut aussi inspirer les artistes. Exemple ce soir avec le chocolat chaud, un événement qui a permis de mettre en valeur des tableaux en compétition et ce pour la bonne cause. Quand l'art rencontre le chocolat, c'est un reportage de Lisa Fernandez-Martins et Julien Laugier. Elle pourrait paraître comme une exposition singulière, et pourtant ces tableaux ont été réalisés avec un aliment, du chocolat. Ici, l'artiste a travaillé avec la matière sur un thème imposé, le monde nautique. Chaque toile racontait une histoire unique, entre émotion et délicatesse. Je pensais que c'était bien de partager cette œuvre avec les malades psychiatriques du CHPG. Et on a fait un travail spécifique sur la symbologie par rapport à la maladie mentale. Au tirage de sort, donc je suis sortie numéro 8, et on est 8 artistes, donc je suis un peu dans les spiritualités. Et en fait, le tableau, c'est le vertical, c'est le 8 infini, donc c'est un numéro qui me touche. Chaque tableau était présenté de manière anonyme afin de ne pas influencer le vote du public. En attendant le palmarès, le chocolat chaud est aussi l'opportunité de mettre en valeur le travail des chocolatiers qui ont été partie prenante dans l'événement. Là, il faut dire que c'est un chocolat un peu particulier. Ce n'est pas ni un chocolat de dégustation, ni très bon à manger, parce que je dois avoir des caractéristiques de plasticité et surtout se conserver longtemps. Donc, ce n'est pas du très bon chocolat. C'est un chocolat qu'avec un partenaire, on a mis à point pour, juste pour faire les œuvres. Point d'orgue de cet événement, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco est venu rencontrer tous les artistes pour admirer leurs œuvres avant de connaître le lauréat de cette deuxième édition. C'était une nouvelle expérience avec le chocolat, mais aussi avec l'art de l'incision. Et donc, c'était très joli. Ces prix, ce n'est pas le mien, mais c'est de tous les artistes et de toutes les personnes qui sont ici, parce qu'ils sont venus ici pour donner soi-même. Lors de cette soirée qui a rassemblé 200 convives, les tableaux ont été vendus aux enchères au profit de 8 associations monégasques. 9 300 € ont été récoltés, presque le double des fonds levés lors de la première édition. Un soutien essentiel pour chaque association. Cette vente peut apporter beaucoup. Même une petite chose, ça peut financer un projet, ça peut être l'achat de l'ordinateur, ça peut être le financement d'un rêve d'un enfant défavorisé, d'un enfant malade. Il y a ça aussi qui compte. Entre passion, excellence et générosité, le chocolat chaud 2025 a une fois de plus séduit les amateurs d'art et enchanté les amoureux du chocolat. Voilà pour ces œuvres d'art surprenantes. Il avait été l'artiste en résidence de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors de la saison 2023-2024. Le pianiste virtuose Simon Trepseski était de retour en principauté le week-end dernier pour un concert symphonique unique. Retour sur cet événement avec José Sacré, Lionel Bernardi et Clélia Renaud. Sous la direction de Stanislav Skochanowski, outre la symphonie numéro 12 et le poème symphonique Octobre, en hommage à Dmitri Shostakovich à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition, un autre compositeur russe de génie était au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 12 octobre, Tchaïkovski.
Soliste de ce concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, le pianiste macédonien Simon Trepseski. C'est rafraîchissant, c'est pas seulement les mélodies qui touchent vraiment les âmes des gens, mais aussi la sophistication de l'orchestration, le choix aussi des mélodies, mais la manière de connaissance d'instruments, de piano et la combinaison entre le piano et l'orchestre et bien sûr les instruments différents et les couleurs différentes de l'orchestre et connaissance aussi de la musique folklorique qui était vraiment une grande inspiration pour Tchaïkovski. Il y a des chansons ukrainiennes, l'esprit aussi russe aussi bien sûr, beaucoup de choses à jouer pour le pianiste. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vous donne rendez-vous pour un concert caritatif jeudi 16 octobre à 20h à l'Auditorium René 3 au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco. Philippe Bader dirigera des œuvres de Bizet, Verdi et Rossini et Saint-Saëns avec en soliste le piano François-René Duchâble. Le rendez-vous est pris. Amateurs de défis sportifs, cette manifestation est faite pour vous. La deuxième édition du Challenge Corde se déroulera ce samedi à l'espace Fontvieille, organisé par le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cet événement physique verra s'opposer des équipes de carabiniers, de policiers, de pompiers et de militaires de France et de Monaco. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo de Sarah Inkari, suivies des sorties cinéma de la semaine. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana et la proclamation du palmarès 2025 de la Fondation Prince-Pierre. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous, la semaine va se poursuivre sous le soleil et toujours avec beaucoup de douceur. Les températures évolueront demain de 16 à 22 degrés. Attention au vent qui devrait se lever dans l'après-midi. Et puis pour info, nous fêterons ce jeudi la Sainte-Edwige. Cet ancien prénom germanique signifie la victoire. Nous célébrerons également la journée mondiale de l'alimentation. Avec cette journée, l'Organisation des Nations Unies entend notamment lutter contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.